On a commencé à les taper un peu à toutes les portes. Tu trouves ce que tu trouves, mais t'as pas le meilleur du savoir-faire français. Bon, le luxe, c'est de faire un objet qui dure et qui est utilisé dans le temps et qui continue de provoquer des émotions et qu'on a plaisir à utiliser. Ils nous ont invités à venir les voir avec nos matières. Ça a beaucoup marqué Géraldine ce moment-là. Ils ont tout simplement dit « Waouh, c'est bluffant ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hop Hop Up. Aujourd'hui, je sors du studio. J'ai donné rendez-vous à Géraldine et Romain, les cofondateurs de Maison Maes, dans un charmant appartement du 5e arrondissement de Paris. Ils vont nous parler de leurs produits, de leur parcours, mais surtout, ils vont nous dévoiler les secrets qui se cachent derrière la confection d'une première série quand on est une marque qui se lance. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Géraldine, bonjour Romain. Bonjour Yann. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Maison Maes. Vous êtes ici aujourd'hui pour qu'on puisse revenir un peu sur la marque, sur votre parcours et sur votre histoire, sur la façon dont vous avez créé la boîte. Mais avant toute chose, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Moi je suis donc Géraldine, je suis cofondatrice avec Romain en charge de la partie création et direction artistique. On fait de la maroquinerie sans cuir, donc de la haute maroquinerie à base de matières alternatives au cuir à faible impact. Et donc Romain Boubert, on a confondé Maison Maes avec Géraldine, c'est une aventure qu'on a débutée il y a presque 4 ans maintenant. Ce qu'on propose avec Maison Maes, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est finalement de faire se rencontrer deux univers. L'un très installé, le savoir-faire traditionnel maroquinier français, dans ce qu'il y a de meilleur. Et puis des matières innovantes, des matières qu'on a vues commencer à émerger il y a quelques années, qui sont véganes, qui sont alternatives au cuir. Et qui sont surtout beaucoup plus responsables en termes d'impact environnemental que le cuir aujourd'hui. S'il y a bien une chose qui m'a marqué, parce que pour le coup c'est la première fois que je vois les sacs en vrai, on les a vus beaucoup sur internet parce qu'on a travaillé ensemble sur le site web, mais c'est que vraiment bien qu'il n'y ait pas de cuir, on a un vrai toucher, une vraie patte qui ressemble à celle du cuir, qui apporte un toucher qui est franchement similaire, alors que ce n'en est pas. Vous pouvez nous dire ce que c'est peut-être ? Celui que tu as entre les mains, c'est une matière à base de cactus et les coloris roses et verts qui sont juste là, c'est une matière à base de mycélium. Ici on voit plein de coloris, on voit que vous avez décliné des choses qui sont hyper intéressantes, mais on sent quand même qu'il y a une certaine harmonie qui se dégage de tout ça. Vous pouvez, surtout toi Géraldine, peut-être m'en dire un peu plus sur la manière dont vous avez structuré la gamme, la ligne, je ne sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs. Une gamme ou une ligne. Celle-ci se nomme la ligne M1. Okay. M comme Maes, et puis 1 parce que c'est la première. On a effectivement des liens visuels qui se créent d'un modèle à l'autre. Et c'est quelque chose qui est voulu et recherché pour que la ligne ait sa propre identité. Et ces lignes, moi, m'ont été inspirées par des courants graphiques auxquels je suis assez attachée de par mon ancienne vie. Okay. Je pense qu'on y reviendra. Avec grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe un peu derrière et puis qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on puisse creuser un peu cette conversation et qu'on revienne un peu plus sur votre parcours. Bonjour Géraldine, bonjour Romain. Bonjour Yann. Merci pour votre temps, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes les cofondateurs de Maison Maes, une marque de haute maroquinerie, on aura l'occasion d'y revenir, vegan et éco-responsable. Mais avant toute chose, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur votre parcours et de savoir un peu plus qui vous êtes, qui vous a amené à entreprendre et comment vous êtes arrivé jusqu'à le lancement de Maison Maes. Moi, je viens d'un monde qui est un peu loin, professionnellement un peu loin de la maroquinerie. La maroquinerie, en fait, c'est vraiment une passion, une découverte qui remonte en 2011. Donc ça commence à faire quelques années. C'est une rencontre en fait avec une grande maison française, Hermès pour ne pas la citer, et surtout avec un de ses dirigeants, Guillaume de Seine, une figure emblématique de chez Hermès et qui s'occupe de toute la partie manufacture, vraiment du savoir-faire. Je poursuis mon parcours professionnel, mais sans aller à ce moment-là vers la maroquinerie, et puis toujours en gardant dans ma tête cette idée d'y aller un jour parce que j'avais le sentiment que c'est là où je pourrais vraiment m'épanouir et me dire si on se remet dans un contexte aussi de travail, il me reste plusieurs décennies à tirer, donc autant que ce soit passionnant. Et puis en début 2018, je découvre au hasard d'un événement où j'étais invité qui s'appelle le Summit Change Now, donc qui est autour de vraiment tout ce qui est croissance responsable, transformation éco-responsable des entreprises et de la société, des startups qui proposent des alternatives au cuir. Je découvre leur matière,
assez imparfaite, hein, c'était quand même encore de la R&D à l'époque, mais je comprends leur démarche. S'ensuit, on va dire, une année où voilà, je creuse un peu le sujet. Je me dis ok, je me documente, je commence à comprendre mieux les choses, quand on parle d'impact, qu'est-ce que ça veut dire, quand on parle du cuir, qu'est-ce qu'il y a derrière, et comment est-ce que finalement on l'évalue aujourd'hui, au-delà de l'attachement un peu culturel, émotionnel à la matière. Et je commence à finalement un peu à dessiner les contours de ce qu'on va faire ensuite avec Géraldine un peu plus tard, c'est de dire d'un côté je suis tombé complètement en admiration et puis avec cette envie folle d'aller vers la maroquinerie au sens où on peut l'entendre, de la haute maroquinerie, hein, je parlais d'Hermès tout à l'heure, c'est vraiment ça, vraiment de la qualité du savoir-faire français. Et puis de l'autre côté, il y a aussi probablement des choses à changer pour réduire notre impact. Et puis je me dis ils vont forcément y aller. Généralement, tu regardes les grandes maisons de maroquinerie françaises, ils vont forcément y aller. Et puis je vois qu'il se passe pas grand-chose. Je vois des jeunes marques qui essayent de toucher à ces matériaux. Je regarde les produits. Bon, on n'est pas encore c'est pas de la haute maroquinerie. Il y a quelque chose à faire. Et là, ça nous amène, cette réflexion-là, elle nous amène début 2020. Je me dis, si tu veux réussir dans ton entreprise, tu pourras pas le faire seul. Déjà parce que tout seul, c'est quand même un peu solitaire comme exercice et c'est un peu ennuyeux. Mais il faut que tu ailles trouver quelqu'un qui t'apporte cette créativité et puis toute la partie aussi autour de la marque, l'identité, la direction artistique. Quelques temps avant, je pense, en 2018, quelque chose comme ça, on s'est rencontrés avec Géraldine. Il y a le hasard de la vie, mais en fait nos enfants allaient dans la même école. Et donc, tu déposes tes enfants et finalement t'es un peu déchargé, tu vas t'es libéré. Tu commences à discuter avec les parents. Et puis, il y a un groupe qui se constitue avec Géraldine et son mari. Et puis, on s'entend bien. Sans plus, hein, y avait pas de... Moi, j'étais pas en mode c'est des créas, c'est super. Mais on rigole bien. Et puis, à un moment, on avait discuté un peu de nos parcours professionnels, où est-ce qu'on en était. Et je me dis, je pense, c'est une intuition, hein, je pense que Géraldine, ça peut l'intéresser. Et donc, c'est là, réouverture des terrasses, sortie de premier confinement, profiter de l'air libre. Je dis, tiens, est-ce que tu veux aller prendre un café ? Je voudrais te parler de quelque chose. Et donc, on s'assied et je lui expose mon idée de ce que pourrait être Maison Maes. Et donc, toi, Géraldine, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'amène à ce moment de vie où, en fait, t'es open, en fait, à écouter ce que Romain a à dire ? Ouais, tout à fait. Moi, ça a été un peu plus... c'était assez simple, en fait, la bascule. J'ai passé l'essentiel de ma carrière, de ma vie professionnelle dans la publicité, l'identité de marque, un peu de packaging, en agence ou à mon compte. Et en 2019, j'ai eu envie d'abandonner ce monde-là. Les dernières années, j'ai travaillé pour des marques avec lesquelles j'étais pas hyper en adéquation. J'en ai eu un peu marre de l'exercice, même si pendant des années, je l'ai vraiment adoré. J'avais pour idée, pour projet, de me lancer dans quelque chose qui me titillait depuis un moment, qui n'a rien à voir ni avec la pub, ni avec la maroquinerie. À savoir la décoration d'intérieur en version un peu low cost. C'est-à-dire comment changer ton intérieur sans tout changer. J'ai commencé à avoir 2-3 chantiers et le confinement est arrivé. Donc tout s'est stoppé d'un coup. Moins bien pour aller chez les gens et refaire leur intérieur. Impossible. Ouais, j'imagine. Et sortie de confinement, Romain vous en a parlé, il m'a appelé, on a pris un café, il m'a parlé du projet. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, il y a un truc. Le fait que ce soit un projet qui ait un sens écologique, éthique, ça me parlait. Il m'aurait proposé de faire de la maroquinerie en cuir. Je lui aurais dit, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais non. Je voyais pas l'intérêt. Et puis, je me suis dit, waouh, c'est l'occasion de pouvoir créer des choses que je vais pouvoir tenir dans mes mains. Alors j'ai déjà tenu une des cartes de visite que j'avais dessinées ou un flyer et tout, mais ça fait pas pareil. Parce que là, penser à un objet en 3 dimensions qui a un véritable usage,
l'exercice intellectuel me plaisait vachement. Ça, franchement, c'est quand même quelque chose qui est assez bluffant, je trouve. À un moment donné, t'as l'idée, t'as le dessin, tu le transformes vraiment en quelque chose c'est ce que tu disais, en 3 dimensions, que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir manipuler, que tu vas pouvoir tenir dans tes mains. Il y a quelque chose d'assez magique qui doit être quand même, je pense, assez génial à vivre, d'autant plus quand c'est tes créations, quoi. C'est génial, ça c'est sûr, hein, quand ça se passe bien. Ouais. Oui, Parfois, tu vois, je me suis dit... à la première fois, le premier proto que je vais avoir entre mes mains, je vais pleurer. Ouais. Mais en fait, j'ai pleuré parce que j'ai été déçue. J'imagine, ouais. Tu vois. J'imagine. Parce que entre tout ce que t'as projeté toi, tout ce que t'as imaginé, c'est ça. Que la personne en face a pas compris ou ce qu'elle a pas su faire ou ce que. Et puis là, en plus, on a apporté une difficulté supplémentaire aux maroquiniers, à nos maroquiniers avec qui on travaille, c'est que nos matériaux alternatifs se travaillent pas exactement comme du cuir. À la fin de la discussion avec Romain, je lui dis écoute, je te propose un truc, c'est que dans 10 jours, je reviens avec des dessins de modèles, parce que c'est juste essentiel qu'on s'entende à minima sur un style, sinon l'exercice va être impossible. Enfin, la marque pourra pas exister. Et donc 10 jours plus tard, on s'est vu au même endroit, même café, même terrasse. Et le premier dessin a donné, vous pouvez pas le voir, mais un sac qu'on a sur notre table. Ouais, donc vous êtes allé très très vite en fait sur l'alignement. En fait, vous étiez déjà quand même très en phase sur ce que vous attendiez, sur la vision que vous aviez. C'est allé assez vite sur cette partie-là, et d'ailleurs c'était tant mieux parce que comme le dit Géraldine, si on avait déjà eu un problème d'alignement sur le départ, sur quelle vision on avait d'un sac, fini, tu vois, d'un sac, et puis de la femme qui va le porter, ça aurait pas pu fonctionner. Quand tu commences une aventure comme ça, on est à 2, il faut s'entendre sur le style. Pour le coup, moi j'ai fondé ma boîte en étant tout seul, je suis seul associé, et je suis toujours un peu curieux de savoir un peu comment on finit par s'associer. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, et surtout, alors on peut être d'accord sur la vision de la boîte. Après, il faut accepter de travailler au quotidien ensemble et d'y passer 8 heures par jour au grand minimum. Comment on sait, qu'à un moment donné, comment vous vous dites, ok, c'est sûr, c'est la bonne personne. On se voit, on prend ce café. Moi, je le fais sur une intuition. Hein. Ouais. Tu vois, je dis, je pense. Voilà, je pense que voilà, Géraldine peut apporter au projet ce que moi, je suis pas capable de lui donner. Donc, t'en sais rien. Et après, t'es jamais de toute façon à 100% aligné. On serait t'es 2, t'es 3, t'es 4, il y a toujours des divergences. Alors quand t'es 2, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de majorité. Mais après voilà, je pense qu'on a appris à se connaître et ça rend les choses beaucoup plus fluides maintenant que démarrage. Ouais. Parce que du coup, si on remonte un petit peu le temps justement sur la partie création des premières pièces, des premiers protos, donc tu les dessines, vous sourcez la matière. Donc ça déjà, comment ça se passe? Parce que ça, c'est la première chose quand même. Vous avez une matière qui est innovante, que vous pouvez pas débarquer dans un atelier de maroquinerie en leur disant voilà mes plans, fabriquez-les. Effectivement, si tu fais de la maroquinerie en cuir, tu peux très bien trouver un atelier, tu dis je veux faire un sac noir, voilà le dessin, tu t'occupes de rien, grosso modo, et t'arrives, il va te livrer un sac noir. Nous, c'était pas du tout notre mode de fonctionnement, et on fait du travail à façon. On amène nous-mêmes les matières alternatives et il faut qu'on les trouve. Bon, on avait déjà commencé en fait. Quand on a commencé à en parler avec Géraldine, j'avais déjà aussi des échantillons, des choses à proposer. Et après, il fallait qu'on valide est-ce qu'on se trouvait que sensoriellement c'était intéressant et qu'on le soumette aux ateliers pour qu'ils voient s'ils pensaient pouvoir travailler avec. T'avais déjà à ce moment-là un écosystème qui commençait à se mettre en place, qui a beaucoup grossi depuis de start-up, qui allait vers ces matières innovantes. Okay. Donc après, il fallait faire le tri. Oui, on a commencé assez rapidement à faire parce qu'il faut effectivement que ton atelier le valide, qu'on puisse le travailler. Il faut que nous, on le valide d'un point de vue esthétique, sensorialité. Tu as le toucher, tu as le visuel, tu as des notes olfactives aussi parce que c'est biosourcé. Donc, c'est exactement ce que je me suis dit. Les gens ont en tête cette odeur du cuir qui vient des produits de tannage, principalement en réalité. Mais là, tu es sur des matières où tu conserves aussi ce sens de l'odorat qui est activé avec des notes différentes, donc c'est vachement plaisant. Donc on a fait ce tri-là, on a testé 2-3 choses, il y a des choses vraiment affreuses qu'on n'a pas sorties du bureau, donc on n'a pas gardé dans le bureau d'ailleurs, parce que certaines qui sentaient très très fort. Et puis on s'était arrêté, à l'époque on s'était arrêté sur un biomatériau à base de raisin.
Il s'avère qu'en fait, les premiers essais ont été très compliqués. Et en fait, nous, finalement, dans notre état d'esprit, on n'arrête jamais de chercher des matières. Là, sur les 3 derniers mois, je pense qu'on a testé 3 matières. Ouais, ok. Qu'on va pas forcément utiliser, mais voilà, on les connaît et on les suit. Même si aujourd'hui, on a fait des choix, effectivement, on disait, la première collection qui est en cactus, qu'on a commencé à travailler en 2021, pardon, 2021. Et le mycélium, et voilà, on a un partenaire qui on développe, qui a envie d'avancer avec nous, et donc on développe vraiment la matière dans ses performances, ses propriétés, ses coloris, depuis presque 1 an maintenant. Et donc, une fois que vous avez la matière, vous avez le dessin, donc tu vas avoir un atelier. Et là, le début des ennuis commence, quoi. Parce que du coup, tu leur donnes tout ça. Ouais, je pense que le premier ennui, le premier défi qu'on a eu, c'était le savoir-faire. Ouais. Moi, j'ai beau être tombé amoureux quand j'ai visité l'atelier d'Hermès en 2011, tu vas pas taper à la porte pour dire je veux faire mon sac. Donc on a dû trouver des savoir-faire. On a commencé à les taper un peu à toutes les portes. Et là, quand tu tapes un peu au hasard, tu trouves ce que tu trouves, mais t'as pas le meilleur du savoir-faire français nécessairement. Bien sûr. Et on a un peu forcé le destin, on a eu de la chance, mais voilà, on a provoqué la chance début 2021. On a un acteur majeur de la maroquinerie en France et en Europe qui s'appelle le groupe Maroquinerie Auguste Thomas, qui nous a ouvert ses portes. Voilà, on a contacté leur DG qui s'appelle Yann Thomas, avec qui voilà, on s'est bien entendu, et puis il a vu un intérêt pour eux aussi. C'est des gens qui travaillent depuis plusieurs décennies, près de 70 ans, pour les plus grandes maisons. Ils fabriquent des sacs pour les plus grandes marques de maroquinerie de luxe française. Et pour autant, lui, quand on lui a dit, nous, on fait pas de cuir, on arrive avec d'autres choses, il a été curieux. Il avait envie de savoir, il avait envie de voir ce que c'était. Et aussi, de manière assez pragmatique, il s'est dit, moi, personne m'a jamais demandé. Mais si on me demande un jour, limite, vous m'offrez l'occasion de quand même vérifier ce que c'est. Et est-ce que j'ai les bons savoir-faire, est-ce que j'ai bonne technique pour travailler ces matières-là. Ouais, bien sûr. Et donc ils nous ont invités à venir les voir avec nos matières. C'était au printemps 2021. Ça a beaucoup marqué Géraldine ce moment-là. Ils ont tout simplement dit waouh, c'est bluffant. On parle de personnes qui bossent le cuir depuis 40 ans, qui ont vu les plus beaux cuirs parce qu'ils travaillent pour les plus belles marques depuis tout ce temps-là. Et voilà, ils nous ont ouvert les portes de leur atelier de production, pas de production, de développement. De leur bureau d'études. De leur bureau d'études. Quelque part, le travail que vous avez mené en amont de sélection, de recherche et de travail finalement sur le cuir, paye à ce moment-là parce que vous arrivez avec en fait un savoir-faire en tout cas avec un savoir-faire que lui n'a pas, quoi. Exactement. Un bureau d'études comme celui-là, ça doit quand même être un lieu assez magique parce que donc du coup on est d'accord, on parle de R&D. On parle d'un petit atelier. Ouais, un petit atelier avec toutes les machines nécessaires à la fabrication d'un sac. D'accord. Donc complètement artisanal du coup. Complètement artisanal. Et qui nous ont ouvert leurs portes, mais de manière très chaleureuse, et ils nous ont réellement pris au sérieux, quoi. Alors qu'à l'époque, vous avez même pas un produit, on a un prototype. Matière, on a un proto assez hideux. Je sais pas comment ils l'ont qualifié quand on est parti à la fin du rendez-vous, mais nous-mêmes, avec le recul qu'on avait dans la maroquinerie, on n'en était pas très fiers. C'est celui qui m'avait fait pleurer. Donc non, on avait un concept, on avait une bribe, ce qu'on va appeler souvent en maroquinerie, nous on a vendu un prototype, on avait un volume. Donc tu as quelque chose qui globalement a la forme finale du sac que tu veux faire, mais c'est à peu près toutes les seules caractéristiques qu'il va avoir. Si tu veux. Il reste encore beaucoup de boulot. Et à ce moment-là, donc vous avez déjà le cactus ou vous êtes encore sur le raisin? Non, on est encore sur le raisin. On a le cactus, je crois qu'on leur montre le cactus à cette occasion. Et en fait, très vite, pour des histoires de technique, notamment de refente de matière. La refente, c'est le fait d'affiner un cuir. Quand tu dis affiner, c'est... Affiner, c'est comment ça se présente concrètement? Imagine qu'un cuir, ton cuir fait 1,5 mm, mais il y a des endroits où tu veux qu'il fasse 1,5 mm. Parce que tu as besoin d'avoir plus fin ou parce que tu veux un sac plus souple. Et en fait, tu refends, c'est-à-dire que tu viens en fait couper par en dessous, bien évidemment, parce que tu gardes la surface. Tu viens le refendre par en dessous et tu refends des fines couches. Donc tu le découpes. Pour l'affiner, en fait, tu l'affines. Okay. Voilà. Dans ces matières alternatives au cuir, tu as des limitations aujourd'hui qu'aucune matière, aucune des startups que nous on peut connaître et dont on a eu les matières entre les mains n'arrive vraiment à dépasser. Ouais. Là, pour le coup,
c'est pas une propriété physique du cuir que tu peux imiter facilement. Ouais. Mais il y a d'autres... voilà, il faut s'adapter. Ça peut avoir un impact parfois sur ton design. Et tu trouves des solutions. Effectivement, on était très, très raisin, parce qu'on aimait beaucoup la matière au départ, l'histoire, parce que c'était de la valorisation en fait, de mou de raisin. Mais les résultats, voilà, même chez Maroquinerie Thomas, les résultats ne suivaient pas. D'accord. Personne n'était vraiment satisfait des pièces. C'était à l'été 2021, on a commandé 2-3 mètres carrés de cactus, on l'a envoyé, on a dit on a un modèle de petite maroquinerie qui est une pochette à Rabat. On a dit voilà, ok, le proto il vaut ce qu'il vaut en raisin. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire avec le cactus, quoi. Ils l'ont fait, ils nous ont appelé 3 semaines plus tard. On vous envoie la pochette. On est content. On est content. Ok. Donc là, quand ils te disent on est content, Oui, parce que là, on parle de gens qui ont quand même un niveau d'exigence. ça veut dire que c'est bien. Ouais. À la sortie de ce bureau d'études, avec quoi tu repars? Parce que, qu'est-ce que te livre un bureau d'études comme celui-là? Vous récupérez des plans techniques, des process de fabrication? On repart avec un plan technique, un processus de fabrication D'accord, et un produit. Ok. Un ou deux produits. Ouais. On en fait deux généralement Ok. en toute fin. Ok. Un master qu'ils gardent eux et un D'accord. master qu'on garde nous D'accord. pour prévoir la production derrière. Et donc là, il va falloir trouver quelqu'un qui va être capable de produire, c'est ça? Puisque la personne qui développe, donc cet atelier, ne peut pas vous accompagner sur la production. Maroquinerie Thomas, ils ont un grand bureau d'études, parce que c'est un grand groupe de maroquinerie, ils ont beaucoup d'ateliers de manufacture, sauf que pour la production, nous, on n'est pas leurs clients, on n'est pas leur type de client, on est trop petits. Ils nous l'ont dit très gentiment, ils étaient même un peu embêtés, parce que effectivement, quand ils disent désolé, on ne pourra pas produire. Donc là, il faut trouver des nouveaux ateliers. Ouais. Et là, tu repars effectivement sur un cycle où tu vas, faut trouver les savoir-faire, donc qui sachent faire bien déjà pour la maroquinerie traditionnelle, et puis qu'ils arrivent à refaire ce que la Maroquinerie Thomas a réussi à faire. Ouais. Donc ça se trouve, mais c'est un deuxième combat, on va dire. J'imagine. Juste pour qu'on ait bien l'idée du temps que ça prend, entre le moment où vous rentrez en bureau d'études et le moment où vous avez votre prototype, justement ce master qui sort, et donc vous êtes capable de passer vous allez chercher un partenaire pour la production. Combien de temps il s'écoule? 6 mois. Les premiers modèles, ça a été un peu plus chaotique, mais parce que tu avais l'appréhension de la matière, il fallait que tu comprennes des choses dans le champ de matière. Mais oui, grosso modo, je pense 6 mois de développement à peu près. Tu parlais d'aller chercher les savoir-faire, etc. Comment ça se passe? Vous avez du réseau, vous actionnez du réseau. Potentiellement, tu disais que l'atelier Thomas vous avez ouvert des portes. S'ils ont éventuellement quelques partenaires qui peuvent vous présenter, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que c'est passé. C'est un petit monde. Typiquement, c'est plutôt les responsables de bureaux d'études qui avaient connu d'autres ateliers avant et qui ont leur réseau. Donc tout le monde se connaît globalement en France, et donc ça t'ouvre effectivement des portes d'ateliers qui sont des ateliers de plus petite taille. Ils sont plus intéressés à prendre des marques avec des plus petits volumes comme nous, mais qui en termes de savoir-faire ont rien à envier, si tu veux, aux grands groupes. C'est souvent des structures familiales. C'est tenu par une personne ou une famille depuis très longtemps. Ce qui est assez sympa parce que ça rajoute ce côté aussi incarné, familial, qu'on avait vu chez Maroquinerie Thomas. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore beaucoup abordé sur la marque, c'est l'impact carbone des sacs, puisque c'est quand même l'un des gros atouts des matières que vous utilisez, en plus de s'absoudre de la souffrance animale quand même, pas mal. Mais il y a aussi un impact carbone qui est nettement réduit. On en a parlé un peu en préparation. J'étais vraiment étonné de découvrir un peu déjà comment on mesure l'impact carbone d'un produit, parce qu'aujourd'hui vous le mesurez de manière assez précise. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur la volonté, sur la manière dont ça s'inscrit dans votre développement, dans la façon dont vous pensez les produits justement pour qu'ils soient durables. Ce qu'on veut, nous, c'est proposer des sacs qui vont plaire dans le temps. Ce qu'on aimerait, c'est que la cliente Maison Maes, elle porte ce sac-là, peut-être pas tous les jours, mais pendant 10 ans. J'ai cherché à avoir des lignes assez sobres dans le design pour que la saison suivante ou l'année suivante, on s'en lasse pas. Ouais. Sur le choix des couleurs, pareil, ça me tenait à cœur de proposer des intemporels.
du noir, du camel, du bleu marine. Et quand on veut se lancer dans la couleur, c'est beaucoup de recherche. C'est pas la couleur tendance de la semaine, mais c'est une couleur qui revient, qui demande pas mal de recherche d'ailleurs. Il y a un autre aspect aussi qui me tient à cœur. Pour que ce sac soit utilisé le plus possible, c'est que pour moi, il faut qu'il soit pratique. Donc dans chacun des sacs, on va veiller à mettre des fonds de carte quand on ne peut pas y glisser un portefeuille. On va veiller à ce qu'il y ait plusieurs usages aussi, c'est-à-dire que les bandoulières peuvent être retirées la plupart du temps. Sur 3 des 4 modèles, les bandoulières peuvent être retirées, ou les chaînes, donc, ce qui veut dire que tu peux soit le porter à l'épaule en bandoulière ou à la main. L'idée, c'est d'obtenir des modèles que tu as envie de porter le plus longtemps possible. Tous les feedbacks qu'on a eu de clientes, d'utilisateurs, c'est le côté pratique. Le fait que la proportion, elle est hyper bien pensée. Donc en fait, le sac, il tombe bien, il est pratique, son format est toujours adapté. Et ça, c'est un élément que j'avais, moi, pas anticipé. Tu vois tout ce travail, enfin tu le vois pas, enfin c'est ce travail invisible, mais qu'on perçoit du coup par les feedbacks clients qui est impressionnant en fait. Je peux pas paraphraser, mais t'avais Patrick Thomas qui était à la tête de Hermès jusqu'en 2014, qui disait, lui déjà il disait j'aime pas le mot luxe, mais pour le luxe c'est de faire un objet qui dure et qui est utilisé dans le temps et qui continue de provoquer des émotions et qu'on a plaisir à utiliser. En fait cet aspect juste proportion qui tombe bien, qui est pratique à utiliser, elle est hyper importante dans cette dimension là. Il y a un truc qui est indispensable pour nous, c'est la façon dont on communique, surtout la transparence avec laquelle on communique. Et donc, de donner déjà beaucoup d'informations, d'où ça vient, qui les fait, pourquoi est-ce qu'on les a choisis. En général, quand on les choisit, il y a effectivement ce côté performance, faut que ça fasse une belle maroquinerie, et puis il y a le côté impact. Et donc, quand on s'est dit transparence, on dit ok, on dit tout ce qu'on met dedans, mais à un moment, comment tu rends tangible, si tu veux, la performance de ton sac au sens de l'impact environnemental. Tu t'amuses pas à faire ça chez toi, sur un coin de table ou avec un tableur Excel. Non, bien sûr. Et on a trouvé des partenaires, nous on cherchait un partenaire dont l'approche nous paraissait la plus lisible pour tout le monde. Ouais. Alors, ce partenaire qu'on a choisi, nous c'est une boîte qui s'appelle Carbon Fact, qui justement va te donner une information qui est hyper exploitable, qui est lisible, et qui, d'un point de vue aussi méthodologie, est claire. Dans leur équipe, leur directrice scientifique a participé à la rédaction d'une méthodologie, d'une recommandation méthodologique européenne, qui va servir pour le score environnemental des produits de la mode qui arrive en 2024. Ça te donne un cadre commun. Faut pas que si chacun fait sa sauce dans son coin, oui. Tu te rentres dans des débats méthodologiques interminables, oui. Et en fait t'en sors jamais rien. Tu te bats sur la méthode au lieu de te battre sur le résultat. Tout à fait. Nous, on a vraiment bien aimé cette approche qui te disait, écoutez, si on n'a pas toutes les données, c'est pas grave. Parce que dans le cadre de cette préconisation européenne, on a des valeurs à mettre si vous l'avez pas. Alors ça peut vous être défavorable, peut-être que vous faites mieux, mais comme vous n'avez pas de chiffres, oui. Nous on prend la valeur moyenne qui est admise par la méthodologie. Et donc il y a toute cette solidité, on va dire, méthodologique qui est importante. Et puis nous, on leur apporte derrière, justement, à nos fournisseurs, on demande à nos fournisseurs de nous fournir énormément de data. Et ce qui est bien dans ce concept de méthodologie européenne aussi, c'est que plus tu as de marques qui jouent le jeu, plus tu enrichis la base, plus tu l'affines. Et plus tes moyennes, elles sont probantes. Et les moyennes sont probantes, et puis tout le monde s'améliore collectivement. Ouais. Quand on parle de fabriquer en France, parce qu'on l'a pas dit, mais vous fabriquez en France, quand même. Moi, dans mon esprit, ce qu'on gagnait, c'était essentiellement le coût de transport, tu vois. PS fabriqué en Chine, où effectivement, il va falloir que ça arrive en avion ou en bateau. Et tu m'expliquais que ça va au-delà de ça, que en fait, le mix énergétique du pays dans lequel tu fabriques, il rentre en compte dans la note de ton calcul de l'empreinte carbone. Et ça, c'est des trucs quand même sur lesquels, effectivement, choisir où tu fabriques, en fait, ça a un vrai sens, ça a une vraie signification. On parlait un peu de l'Allemagne, qui produit de l'électricité majoritairement au charbon. Effectivement, si tu fabriques le même sac en Allemagne, il est pas beaucoup plus loin géographiquement, mais pour autant, non, ça a un vrai impact. Pas le même, quoi. À la base, le Made in France, c'est un pilier pour nous. Il n'y avait pas d'option, il n'y avait pas de scénario où on allait faire produire, même dans un autre pays européen. Ça n'avait pas de sens. Ce qu'on voulait vraiment faire, c'est cette rencontre du savoir-faire français, dans ce qu'il a vraiment de meilleur,
et puis de ces nouvelles matières. Mais derrière, quand tu regardes, bah oui, t'as beaucoup de pays européens qui ont un mix énergétique qui est moins bon que le nôtre. Et l'énergie, dans ton atelier, ça pèse un peu. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes les études, il y en a une très très bien, ça s'appelle State of Fashion, je pense, Global Fashion Agenda de Business of Fashion avec McKinsey. Ça fait plusieurs années, ils te disent, bah voilà, si on regarde dans l'industrie de la mode, alors ils le font sur le textile, mais ça vaut pour les autres, c'est la matière qui pèse principalement dans l'empreinte. Ouais. Donc le choix des matières, il est essentiel. Donc c'est le premier sujet. Après, l'énergie dans ta fabrication, et après, effectivement, toute ta chaîne logistique. Tu peux toujours améliorer. Mais sur laquelle t'as pas vraiment la main, quoi. Là, on a moins la main déjà, ouais. Et oui, sur la matière, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, là. Sur la partie mycélium, donc la nouvelle matière que vous êtes en train de développer, on est en plus sur de l'upcycling, sur du recyclage, je sais pas comment on le définit, mais vous êtes sur un résidu de matière industrielle, c'est ça? Enfin, vous êtes sur un déchet industriel. En fait, c'est une chaîne de valorisation successive. C'est ça qui nous a beaucoup plu dans l'histoire. Une société belge qui produit le mycélium, donc vraiment à l'origine le champignon. Okay. Et ensuite qui va en faire la matière pour nous. Et ça vient de l'acide citrique alimentaire. Okay. Qui en fait lui-même est la valorisation de la mélasse qui sort de l'industrie du sucre. D'accord. Donc eux, ils sont situés en Belgique. Bon, tu sais, dans la partie nord, il y a une grosse culture sucrière, la betterave, etc. Et une fois que tu as fait ta transformation, que tu as récupéré ton sucre, bah, ta mélasse qui n'est pas exploitée, ton champignon en fait va se développer en consommant la mélasse, et ce qui reste, c'est l'acide citrique. Mais une fois que tu as ton acide citrique, le champignon, ils en faisaient rien en fait. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils se disent, mais en fait, c'est du mycélium. Donc on peut en faire quelque chose. Et ils ont une quantité de mycélium assez impressionnante. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. Réussir à valoriser du déchet comme ça pour en faire de beaux objets en bout de chaîne. Puis c'est génial, aussi d'un point de vue humain, c'est des gens, et voilà, on devient vraiment, c'est du partenariat, c'est pas du sourcing, si tu veux. Sourcing, on a des fournisseurs, bonjour, j'aurais commandé ça, ok, bah, envoie, facture, merci, au revoir. Là, quand tu parles des matières, quand tu parles des ateliers, t'es dans l'humain. Ouais. C'est des gens avec qui on réussit ensemble, on a échoué ensemble aussi, hein. On a eu des échecs sur le développement, les matières ne répondaient pas comme on voulait, ça passait pas les cahiers des charges. Et tu cherches ensemble, quoi, tu travailles ensemble, donc c'est ça qui est génial aussi. Les leçons que vous tirez de l'utilisation de leur matière doivent les nourrir aussi. C'est un peu ce qu'ils nous ont dit. Probablement, quand on n'est pas avec eux, ils doivent nous trouver un petit peu casse-pied, pour pas dire autre chose. Mais d'un côté, ils disent en fait, vous arrivez avec un cahier des charges que beaucoup de marques en fait nous soumettent pas. Tu vois, le terme haute maroquinerie, qui peut faire un peu pompeux parfois quand tu mets haute devant un truc. Bon, voilà. Non, en fait, c'est ça. Il y a une exigence. Il y a des cahiers des charges. On rentre dans des aspects techniques aussi, assez poussés. On veut de la performance. Ils m'ont déjà dit, là, ce qu'on vous a livré, vous nous dites que ça vous convient pas, on a livré à d'autres marques et on n'a pas eu de retour. Ouais. Ils étaient très contents. Ouais, mais si vous voulez bosser avec nous, en fait, c'est ça qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça qui leur plaît, parce que plus tu te challenges, plus tu pousses le curseur très loin dans l'exigence. Et à la fin, en fait, je pense que eux et nous, on apprend beaucoup. Ouais. Et on est meilleur après, quoi. Et c'est quoi vos projets pour la suite ? On va lancer des nouveaux coloris pour l'automne. Non, qui ne sont pas là. Enfin, les premiers qui vont arriver ne sont pas là. C'est, voilà, je vais le dire, hein, un kaki, un bleu-gris et un carmin. Carmin, c'est un bordeaux rosé. Ouais. Qui vont être développés sur pas tous les modèles, mais quasiment. Ok. Donc ça, c'est pour l'automne, c'est pour septembre, et été prochain seront lancés le vert, le rose et d'autres petites surprises. Et le lilas qui sort. Ah, et le lilas, oui, tu as raison. C'est un ovni, le lilas. C'est un ovni en cactus encore. Ok. Très joli. Qu'on va lancer en toute petite série. Ok. Mais très rapidement. Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup Géraldine. Merci Yann. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. On a de nouveaux épisodes qui arrivent très bientôt. J'espère que cette évolution dans le format vous aura plu. Si vous avez trouvé des conseils pertinents, n'hésitez pas à le partager aux gens que ça peut intéresser. Ça nous aide vraiment à démocratiser ce contenu et à le faire aller toujours plus loin, à recevoir des invités toujours plus déments et à vous proposer du contenu toujours plus intéressant. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode de Pop-Up. Ciao.